Bonjour Bruno Dupré. Bonjour. Pour commencer, mettons-nous au clair sur les mots. Qu'est-ce que vous entendez par sécurité économique européenne? C'est un concept à la fois compliqué et aussi extrêmement simple. Il s'agit de réduire nos dépendances d'un côté et d'accroître notre autonomie stratégique de l'autre sur des secteurs clés. Et c'est un concept très largement partagé. Aujourd'hui, tant l'Inde que le Japon, que la Chine parlent de sécurité économique, également les États-Unis. Pour l'Europe, la clé, c'est de revenir sur nos dépendances dans 3 domaines précis. Le domaine énergétique vis-à-vis de la Russie, nous sommes encore dépendants. Le domaine des technologies nouvelles vis-à-vis notamment de la Chine et pour la sécurité vis-à-vis des États-Unis. Le deuxième point, c'est que pour réduire cette dépendance, il faut passer largement par une réindustrialisation de notre économie. Donc vous le voyez, sécurité économique, ça veut dire réduire les dépendances, accroître l'autonomie stratégique et faciliter la réindustrialisation de notre économie. Tout ça au service d'une forme de souveraineté européenne. Alors comment on peut définir cette souveraineté aujourd'hui? Alors ce n'est pas la souveraineté telle qu'on l'entend au titre de la Charte des Nations Unies, la souveraineté territoriale, la souveraineté d'une nation sur son territoire. C'est beaucoup plus des souverainetés, j'allais dire, thématiques. Souveraineté sur l'énergie, souveraineté alimentaire, souveraineté dans le domaine de la sécurité. L'objectif, c'est d'obtenir plus d'autonomie dans des domaines clés qui sont des domaines qui nous permettent d'avoir plus d'indépendance dans le cadre de nos activités commerciales, économiques, financières, y compris pour la défense. Mais c'est aussi la maîtrise de notre vie finalement, au quotidien et demain. Absolument. Bruno Dupré, ne tournons pas autour du pot. En matière de sécurité économique, quels sont les enjeux pour l'UE? Je crois qu'on voit les enjeux en regardant la définition. Sécurité économique, plus d'indépendance, plus d'autonomie stratégique et une volonté réelle de réindustrialisation. Je voudrais revenir sur ce point, la réindustrialisation. Je crois qu'elle est consubstantielle à l'idée de sécurité économique. Il y a une étude de Capgemini qui vient de sortir, de 2024, qui dit que le montant prévu de la réindustrialisation entre 2024 et 2027 sera d'environ 3 500 milliards de dollars. Donc, c'est des véritables investissements qui vont être faits. Et la moitié de cette somme sera dédiée à la réindustrialisation sur les territoires nationaux. Donc, on voit qu'ici, il y a un véritable enjeu pour les économies qui sont en concurrence. Et évidemment, tout le monde n'a pas la même façon d'aborder la réindustrialisation. Si on prend les États-Unis aujourd'hui, on s'aperçoit que pour eux, la réindustrialisation passe par les droits de douane. C'est-à-dire faire en sorte que le coût soit tellement élevé pour les pays qui exporteraient que là, en fait, il serait préférable pour eux d'investir directement sur le territoire américain. C'est ça le calcul. Derrière la manière brutale de l'administration Trump, il y a 2 objectifs. La première, c'est d'obliger les États tiers à négocier dans une situation de faiblesse. On l'a vu sur l'accord minier entre le président Zelensky et le président Trump. Je vous ai donné 300 milliards pour la guerre, vous allez me donner du minerai. Et la deuxième, c'est faire en sorte que l'incertitude chronique est telle sur les marchés, elle est quasiment structurelle, que les entreprises sont très fortement incitées à venir s'installer aux États-Unis au lieu d'importer ou au lieu d'exporter. Et là, on voit une grosse différence avec ce qui s'était passé sous la présidence de Biden. Biden avait fondé sa réindustrialisation autour de 2
législations très importantes, l'IRA, Inflation Reduction Act, et puis le CHIPS Act pour les semi-conducteurs, c'était attirer les investisseurs étrangers sur le territoire américain, mais grâce à des subventions et des aides, non pas à travers les droits de douane. Donc on voit ici une très grosse différence d'approche entre l'administration précédente et celle-ci d'aujourd'hui. Trump avait annoncé qu'il allait certainement revenir sur ces deux législations. Il n'en sera rien parce qu'il s'est aperçu que c'était un véritable succès dans la capacité à attirer des investisseurs à s'implanter sur le territoire américain. J'en viens maintenant à l'Europe. Qu'est-ce qu'elle fait pour la réindustrialisation de son côté? Eh bien, il faut lire le rapport Draghi de la fin décembre 2023. Et le constat est assez alarmant. Il est triple. Une trop grosse dépendance énergétique, un retard technologique conséquent et une fragmentation des marchés, de la défense, de l'énergie, des communications, qui fait qu'on est à la traîne sur ces trois sujets clés. Et la réponse, dit-il, elle est sans équivoque. Il faut des investissements massifs, une union des marchés, des capitaux, pour trouver de l'argent, on va en parler dans un instant, et puis donner la priorité à certaines industries, la défense et l'énergie. Alors il faut bien comprendre que ce mouvement de sécurité économique, de réduction des dépendances, de plus d'autonomie stratégique, de réindustrialisation, ne va pas se faire par un mouvement spontané des entreprises. Il faut une politique industrielle. Et une politique industrielle, telle que la pratiquent les Américains très sciemment, ou la Chine, ou le Japon, eh bien l'Europe est en train également de faire la même chose. Elle doit mettre en place, elle est en train de mettre en place une politique industrielle européenne qui lui permettra de réduire ses dépendances, de rattraper éventuellement le retard technologique, tout ça on va en parler, et surtout de faire face à la double transition qui l'attend, la transition climatique et la transition digitale. Trouver de l'argent, dites-vous. Où est-ce qu'on trouve de l'argent pour mettre tout ça en œuvre? Ça, c'est la question des mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que fait l'Union européenne concrètement? En réalité, aujourd'hui, aucun État européen n'est capable à lui seul de faire face au dérèglement du monde. Il n'y a guère, à mes yeux, que l'Union européenne qui en soit capable. À moins, évidemment, de remettre le destin de l'Europe dans les mains d'une puissance étrangère ou de plusieurs puissances étrangères. On peut aussi faire ce calcul-là. La question qui se pose, c'est est-ce que les États membres sont prêts? Est-ce que l'Union européenne est prête? Est-ce qu'elle a les outils pour ce faire? Il y a, depuis 4 ans, une véritable boîte à outils qui a été mise en place par l'Union européenne pour faire face à différentes questions qu'on a pu aborder sur le point précédent. Dans cette boîte à outils, il y a à la fois de la réglementation, des investissements, des partenariats et une véritable réorganisation de l'industrie. Je vais reprendre ces points individuellement parce qu'ils sont tous importants. Le premier, c'est que l'Union européenne a mis en place depuis 2020 un corpus législatif et réglementaire très important pour répondre essentiellement aux Américains. Ce corpus, il commence par ce qu'on appelle le NECT Act, qui est la contrepartie de l'IRA, comment inciter les entreprises étrangères à venir sur le sol européen. Mais aussi, on y trouve de la réglementation de contrôle des exportations, contrôle des investissements directs sur notre territoire, contrôle des mesures coercitives prises contre nos entreprises par des États toxiques. Ça, c'est pour l'aspect normatif. Il est évident qu'une réponse normative ne va pas suffire à effectuer la réindustrialisation que tout le monde appelle de ses voeux en Europe et ailleurs. Et pour ce faire, il faut, que l'Union européenne mette en place des incitations financières. Et elle le fait à un double titre. Tout d'abord, elle fait de l'investissement direct dans des secteurs stratégiques. 50 milliards sur les semi-conducteurs. Ça, c'est la législation CHIPS Act. Elle le fait aussi dans les énergies renouvelables. 40 milliards dans les énergies renouvelables. L'éolien,
les questions de, comment ça s'appelle, combustible, de énergie renouvelable, en particulier dans l'hydrogène vert et aussi dans le photovoltaïque. Et enfin, les investissements que l'Union européenne fait dans cette matière ne peuvent pas suffire à relancer l'économie européenne. Elle doit s'appuyer essentiellement sur les États. Et c'est pour cela qu'elle a décidé d'exonérer les États membres des aides et des subventions qu'il veut bien donner en national. Ce sont ces fameux programmes PIEC, projets d'intérêt commun, qui sont au montant de 30 milliards, qui sont en fait des subventions nationales cette fois-ci, qui ne seront pas sanctionnés par le droit de la concurrence européen parce qu'ils sont sur des secteurs stratégiques, qu'il s'agisse des batteries, de l'éolien, de l'électrolyse ou de l'hydrogène vert. Tout ça ne suffira pas. Il ne suffit pas d'avoir de la législation, d'avoir des investissements ou de l'aide à des subventions. Il faut aussi mettre en place, comment dire, une certaine capacité à diversifier nos approvisionnements. Parce que ça ne suffira pas de rattraper notre retard sur des technologies clés, les semi-conducteurs, certaines énergies renouvelables. Il faudra aussi s'assurer qu'on peut continuer à diversifier nos ressources. Et là, ce sont les partenariats que l'on décide avec l'étranger. Le fameux accord Global Gateway de 300 milliards de dollars qui vise à mettre en place des infrastructures critiques dans les domaines de